Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, la chaîne qui aura beaucoup de plaisir tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous parlerons ce matin bien évidemment du Burkina Faso avec Michel Kafando qui demande au Parlement de revoir de fond en comble toutes les réformes, de les adopter pour que l'on puisse avoir un nouveau code électoral et un nouveau projet de constitution. Nous parlons également de la Côte d'Ivoire avec la victoire au premier tour de Alassane Dramane Ouattara, une victoire de près de 83% de suffrages valément exprimés pour ce candidat, malgré bien évidemment des partis de l'opposition qui étaient également en lice. Nous parlons aussi du Congo-Brazzaville avec ses rebondissements à la suite emporté bien évidemment par le président Sassou Nguesso qui voudra à tout prix modifier la Constitution pour un troisième mandat. Nous évoquerons également la crise sud-soudanaise ce matin, sans toutefois oublier cette page que nous allons ouvrir sur le Cameroun qui nous propose un ciment de qualité, mais dont les ménagères ou alors les consommateurs n'arrivent pas encore à profiter des prix. On parlera évidemment de la question des prix avec Serge Bondje. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour recevoir Serge Bondje sur ce plateau. Si vous prenez seulement l'antenne, c'est la matinale d'information qui s'ouvre. Serge Bondje, bonjour. Bonjour, le Roger Noadier. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèle au programme de Canal 2 Info. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan, était dans la capitale économique du Cameroun pour l'inauguration d'une autre cimenterie. Et après celle de Dangote, c'est dire que d'ici peu, les Camerounais auront du ciment de qualité pour construire des édifices de qualité. Justement, vous le dites si bien, du ciment de qualité pour les édifices de qualité. Le Cameroun est véritablement engagé dans les projets structurants, les projets qui visent à rendre notre pays émergent à l'horizon 2035. On a entendu des chiffres intéressants hier, 500 000 tonnes, voire si l'extension de l'usine pourrait permettre de pouvoir atteindre 1 million de tonnes par an. C'est indiqué clairement que la demande nationale sera forcément assez consistante lorsqu'on sait encore que dans le cadre de ces projets structurants, le Cameroun a besoin de ciment énormément dans les secteurs les plus importants qui favorisent d'ailleurs son émergence en mettant sur pied de réelles infrastructures. On a vu tout récemment avec la construction de ces différents barrages, des ponts, pour ne citer que le cas du pont, le second pont sur le fleuve Vouri, qui est quand même révélateur de l'engagement principal du chef de l'État à travers un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Il était donc dans la capitale économique du Cameroun, Yan Philémon, Premier ministre et chef du gouvernement. C'était donc en présence de plusieurs autres membres du gouvernement de la République du Cameroun, mais aussi les ambassadeurs et autres personnalités qui ont donc choisi de se rendre à Douala dans le cadre de la finalisation de ces différentes accords entre guillemets entre le Cameroun et le Maroc, renforcer cette coopération économique. La cimenterie, les cimenteries d'Afrique, CIMAF, ouvrent donc officiellement leurs portes, dont l'inauguration a été faite par ce Premier ministre. Il est donc question désormais de mettre sur pied du ciment de qualité, mais aussi d'accompagner le Cameroun fondamentalement, comme l'a rappelé le président donc, de ce groupe et même de le Maroc globalement, pour être aux côtés de notre pays dans ces différentes structures. Maintenant, on va voir globalement un peu la volonté manifeste qui a été celle du président de la République d'ouvrir le secteur de la cimenterie à plusieurs secteurs, à plusieurs opérateurs, lorsqu'on sait encore que ce secteur de la cimenterie bénéficier il y a quelque temps de cela de l'exclusivité d'une seule grosse entreprise qui a pendant pas d'une cinquantaine d'années été donc au niveau firmament même de la distribution et la production de ce ciment sur le territoire national. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui avec plusieurs cimenteries qui sont mises en place, le cas de Dangote vous l'avez évoqué, le cas de CIMAF et bien d'autres structures qui sont mises en place pour la distribution et la vente même de ce ciment au Cameroun, sans oublier bien entendu l'apport du ciment importé qui depuis quelque temps a quand même fait l'objet de plusieurs problèmes et de plusieurs observations au niveau du ministère, non seulement de l'industrie mais aussi du commerce. Alors il faut signaler à votre suite, Serge Bondje, que le ciment qui est produit au Cameroun, c'est pratiquement 3 millions de tonnes par an. Pour ce qui est des estimations données par le ministère du Commerce, on a pratiquement 2 millions de ciment produits
qui sont du ciment importé, du ciment importé. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a à peu près 5 millions de tonnes par an, et pourtant la production nationale est de l'ordre de 3 millions. Mais là, on se rend compte qu'au-delà, n'est-ce pas, de cette abondance, le prix du ciment stagne à 4 800 francs CFA, ce qui n'est pas normal. Je m'arrête simplement sur les chiffres que vous avez donnés. Ce qui est clair, on peut desservir l'ensemble des Camerounais. On peut d'ailleurs réussir à remplir la demande globale. Avec ces chiffres intéressants, on voit bien que même si la concurrence elle est véritablement imposée, mais on a plus ce qu'on a appelé à une époque le monopole. Le monopole, ça n'existe plus parce qu'il y a plusieurs opérateurs désormais qui sont installés avec cette ouverture donc vers le secteur de la cimenterie au Cameroun. Maintenant, on va s'arrêter sur les prix qui sont de plus en plus intéressants, mais pas pour le consommateur camerounais, parce qu'il faudra l'accompagner dans la mise en place de ces structures, dans la construction également, dans l'utilisation même de ce ciment au quotidien pour résoudre des problèmes assez importants. Le cas du Cameroun, on va parler un peu de la sortie tout récente dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, du ministre Luc Magloire Tangana du commerce, qui a dit clairement aux différents opérateurs de pouvoir s'accorder sur un certain nombre d'initiatives prises par le pouvoir public, au-delà de toutes les facilitations qui existent, qui ont été mises dans le cadre, de l'accompagnement même de ces opérateurs économiques. Mais ce qui est dangereux et surtout propre à rappeler ici aujourd'hui, c'est que le ministre du Commerce a l'impression qu'il y a une sorte d'arrangement entre les différents opérateurs locaux et même le ciment qui rentre sur notre territoire national, question de maintenir un prix qui n'est pas à l'avantage donc des citoyens camerounais. Par endroit, on le retrouve le sac de 50 kg, pour ne citer que le cas du CPJ 35 par exemple, qui coûterait entre 4 600 francs, 4 700 francs, 4 800 francs CFA, une péréquation peut-être qui pourrait être adopté au niveau de l'ensemble du territoire national si des personnes venaient à s'accorder et si les pouvoirs publics n'avaient pas fait les efforts d'ouverture. Maintenant qu'on a une multiplicité d'opérateurs économiques sur le plan local, on ne comprend pas pourquoi ces prix sont toujours maintenus. C'est la première question. Maintenant, à cette question, pour tenter d'avoir des éléments de réponse, le ministre du Commerce a donc instruit ses proches collaborateurs en indiquant clairement qu'il fallait trouver des mesures d'allègement en réduisant le coût du sac de ciment de 50 kg pour mettre à la portée de l'ensemble des Camerounais, parce qu'il est question que chacun puisse exploiter véritablement ce ciment et avoir dans le cadre de ces constructions-là. On va prendre quelques chiffres, quelques résultats qui peuvent nous intéresser. Le cas par exemple du Gabon, où le sac de ciment de 50 kg coûterait dans les 5 500 francs CFA, ce qui n'est pas mal au vu du PIB de ce pays. Mais on va tout à côté. Déportons-nous véritablement dans l'Afrique de l'Ouest, où là-bas, les derniers chiffres font état de ce que le sac de ciment de 50 kg coûte 3 000 francs CFA. Mais pour quelques opérateurs locaux là-bas, ça va générer les 2 000 à 2 500 francs CFA, le sac de 50 kg. Mais revenons au Cameroun, avec cette libre concurrence, on maintient les prix de 4 600, 4 800 francs CFA, voir. Pourquoi cela? Là est la question qui est donc posée. Donc c'est même une invite aujourd'hui à l'endroit des pouvoirs publics de prendre en main leurs responsabilités et d'avoir un prix réduit et conséquent sur l'ensemble de ces ciments qui sont vendus sur le territoire national. Ah, mais je pense que vous l'avez souligné également, le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, avait d'ailleurs demandé à ses opérateurs d'inscrire le prix sur le sac de ciment, c'est-à-dire que prix sortie usine. Alors qu'on puisse avoir le prix du sac de ciment à la sortie d'usine, qu'on puisse également avoir le prix conseillé public, ce qu'on appelle le prix grand public. Un peu comme dans les boissons alcoolisées. Comme dans les boissons aujourd'hui, mais on se rend compte que ce n'est pas ce qui est fait. C'est une question de prise en main des responsabilités. Je pense que lorsque le gouvernement s'exprime à travers le ministre du Commerce et les initiatives qui sont prises sont quand même vérifiées en haut lieu. Je pense que cette initiative passe par la primature, sur instruction, comme on dit souvent, sur instruction, ainsi de suite, voire du chef de l'État. Ces mesures devaient être appliquées aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre pourquoi une mesure telle que celle-là, qui viendrait renforcer non seulement le pouvoir économique du Cameroun, mais aussi permettre un certain nombre d'initiatives dans le cadre de la réduction même de ce coût de sac de ciment ne sont pas faits, alors que les prix publics conseillés affichés sur ces sacs de ciment, peut-être c'est une question de crédibilité aussi pour la plupart de ces opérateurs économiques dans le secteur de la cimenterie qui sont engagés dans ces opérations-là. En tout cas, on ne peut rien attendre. Nous avoisinons déjà les fêtes de fin d'année. D'ici pratiquement 2 mois, on sera rendu à ces fêtes de fin d'année-là. Est-ce que le ministère du Commerce restera au-delà de tout ce qui entoure le département ministériel? Est-ce que ce chef de département pourra-t-il avoir la main mise
dans les divers secteurs, au-delà du commerce, hein, mais aussi pour permettre à ce que les Camerounais ne souffrent plus davantage. On a favorisé cette multiplicité. D'ailleurs, le ministre de l'Industrie et de développement technologique le rappelait encore hier, NS Ngwaboubou a été clair. Cette ouverture voudrait que les opérateurs économiques puissent mieux aider les populations locales, réduire la pénurie qui parfois, lors des grands travaux, on a d'ailleurs constaté que beaucoup d'opérateurs économiques, s'il n'y avait pas cette ouverture, pourraient se permettre de faire valoir cette pénurie-là et surtout l'augmentation des prix sur le plan commercial, ce qui ne va pas à l'avantage des populations alors que les principes sont clairs. Il faut aider les populations dans le cadre de leur épanouissement et surtout relayer leurs différentes conditions de vie. Donc nous pensons que ces mesures strictes vont permettre un certain avancement et en tout cas tant mieux pour notre pays, le Cameroun, qui en a besoin pour son émergence. Merci Serge Bondier pour toute cette information. Et merci d'être passé par ici. Elie Smith, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez été pris par des embouteillages, c'est ça également le tiers-monde. Il va falloir bien évidemment que les routes se développent. On a besoin de ce ciment pour construire des routes. Et malheureusement, on se rend compte que le prix du ciment stagne à 4 800 et pourtant il y a plusieurs producteurs de ciment sur le plan local. Exactement, il y a plusieurs cimenteries et aussi les importations. Donc c'est une incongruité camerounaise. C'est ce que je pense que maintenant le ministère du Commerce doit s'y attirer, à voir qu'il y a la concurrence. Parce que partout au monde, quand il y a de la concurrence, ça fait que il y a le prix qui baisse à l'avantage des clients. Donc voilà le problème. En ce qui concerne le problème de l'embouteillage, c'est un problème qu'on est habitué. Bon, c'est aussi ma faute, hein, parce qu'il faut quand même te réveiller tôt et s'adapter quand ça n'y va pas. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est de faire encourager la concurrence. C'est quand même paradoxal où un pays où on a 3 cimenteries, plus les importations, et le ciment devient encore plus cher. Donc, quelque part, ça veut dire que ces sociétés-là s'entendent sur les prix. Et si c'est ça le cas, le gouvernement a le droit de les sanctionner comme on fait dans d'autres pays. Merci Elie Smith pour toutes ces clarifications que vous venez donc d'apporter. On va tout de suite ouvrir notre page consacrée à la politique africaine avec bien évidemment le Burkina Faso où Michel Kafando demande aux députés d'adopter les réformes qui vont permettre la mise en place d'un nouveau code électoral en vue des prochaines consultations qui sont annoncées. On parle également de ce projet de constitution qu'il faudrait bien évidemment élaborer pour que tout se passe très bien. Alors, cette sortie reconforte Michel Kafando dans sa position, reconforte le Parlement. Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis Rocher, bonjour à Elie dans son très habile et très beau col Mao, au Congo, ce cher Congo. Et dans son cher Adélie Sassou Nguesso. Aussi par le regretté Mathieu Kérékou, qui était quand même aussi un chantre de ce socialisme-là dans les idées comme dans l'esprit vestimentaire. Alors dès qu'on a dit ça, on va dire bonjour à nos téléspectateurs qu'on retrouve aussi ce matin. Elie s'habitue aux réalités, n'est-ce pas, contextuelles du pays. C'est bien déjà qu'ils le prennent comme ça. Alors pour revenir au Burkina Faso, on va dire simplement que l'Afrique a mal à ses constitutions. Voilà une affaire de constitution qui a entraîné le Burkina Faso dans une espèce de désorganisation. On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein, il faut le préciser. C'est vrai, le président Michel Kafando de la transition a retrouvé finalement son autorité. Le Parlement est reconstitué. Mais vous voyez, ce qui est bien amusant dans cette situation, c'est que le refus de toucher à une constitution a entraîné une révolution qui, elle-même à peine arrivée, modifie la constitution. Vous voyez, c'est une spirale où finalement c'est celui qui est au pouvoir qui voudrait la constitution suivant ses desiderata. Bon, il est vrai que le président Michel Kafando aujourd'hui demande au Parlement d'adopter, n'est-ce pas, cette nouvelle constitution, de voter les lois qui permettraient finalement l'organisation et la tenue de ces élections dans de bonnes conditions. Bien évidemment, dans la mouvance de la révolution, cela va dans les attentes populistes, n'est-ce pas, qui ont entraîné cette révolution-là. Mais je pense qu'il faudrait regarder avec beaucoup de recul un certain nombre d'éléments qu'il y a dans cette constitution au Burkina Faso. Il y a des signes d'exclusion là-dedans. On se demande jusqu'à quand ça va tenir. Parce que tant qu'on est dans la mouvance de la révolution, pour 3, 4 ans, 5 ans, ça va peut-être marcher. Mais vous voyez, cette constitution a été modifiée avec des signes d'exclusion. On n'est plus au stade de la conception finalement du pouvoir du camp Compaoré qui a mis long. Mais on se pose la question de savoir si c'est une constitution de circonstance
qui va finalement être adoptée, ou bien une constitution qui voit l'avenir du Burkina Faso au-delà même, n'est-ce pas, du clan qu'on a voulu exclure. Et là, je me pose bien des questions et je me dis, bon, attendons de voir s'il n'y aura pas une autre révolution dans 5-6 ans, quand les gens vont se sentir vraiment mis à l'étroit dans une constitution qui fait l'affaire aujourd'hui au sortir de la révolution. Et à la fin, je voudrais dire, Louis Roger, que enfin, on parle du processus électoral, parce qu'on a eu l'impression, après le retour du pouvoir de transition, que c'était véritablement la chasse aux sorciers et que ça n'était que ça qui intéressait finalement ceux qui avaient été mis à l'étroit par le putsch du général Djendéré. Enfin, on revient aux choses essentielles, c'est-à-dire que l'avenir du pays, les élections, les conditions dans lesquelles ces élections-là vont se dérouler. Et il faut surtout se rappeler que ça n'est pas parce qu'on va vers les élections que finalement toutes les zones d'ombre dans cette crise burkinabé ont trouvé une solution. Alors c'est une situation véritablement apaisée, Elie Smith. On parle bien évidemment d'une réconciliation vraie, stable et pérenne. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne s'arrête pas seulement au simple discours? Moi, je pense que ça s'arrête au simple discours. Parce que si on veut faire une réconciliation, il ne faut pas exclure. Je pense qu'ici, les pays africains sont différents, mais souvent, il y a des similitudes quelque part. Quand vous regardez, par exemple, le cas de l'Afrique du Sud en 1994, quand on a parlé de réconciliation par Nelson Mandela, il a fait une réconciliation inclusive. Si eux, ils veulent faire une réconciliation revancharde, ça ne va pas marcher parce que, comme je crois que Christian vient de le dénoter, si dans 53 ans, il y a tous ces gemmes qui ont occasionné la révolution qui a fait partie Blaise Compaoré continue, c'est pas bon. Je pense que les présidents de transition comme au Burkina Faso ou en République centrafricaine doivent avoir une capacité d'être au-delà des petites intrigues personnelles et savoir inscrire leur nom dans la durée. Donc je pense que s'ils veulent une vraie réconciliation, il faut inclure tout le monde. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, ce sont les gens qui ont une expérience dans le gouvernement qui peuvent mieux gouverner. Nous avions vu les pays où les gens qui sont sortis de la rue, ils ont pris le pouvoir. Ça a eu le problème. Le cas exemplaire, les gens ne peuvent pas aimer, c'est le cas de M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir uniquement parce qu'il n'a pas pu faire cette mue entre un opposant populiste et un homme d'État. Voilà ce qu'on a eu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui se déroule et se passe également au Burundi, on peut le dire, où la situation reste toujours tendue. On a encore ici des tirs et des explosions à la grenade, malgré l'injonction de l'Union européenne. Pierre Nkurunziza ne semble plus trouver du sommeil. Oui, vous voyez l'injonction dont on parlait hier, Louis Roger, elle venait de l'Union européenne adressée au camp du président Pierre Nkurunziza. Mais les fractions de l'opposition armée qui vraisemblablement sont à l'origine de ces tirs armés d'hier, vous voyez, on le disait ici, que de part et d'autre, la violence semble être partagée. On se dispute la primeur de la violence au Burundi. Et c'est vraiment regrettable parce que dans ce contexte et dans ce désordre finalement sécuritaire, on a du mal à accorder de la crédibilité à qui que ce soit. Et si vous voyez bien que nous sommes, Monseigneur Jean-Louis Naïmana, le président supposé de la commission de réconciliation, si lui aussi est attaqué, et finalement, on se pose la question, Louis Roger, même les fractions opposées, rebelles, si elles attaquent quelqu'un qui est supposé être neutre et qui est supposé ramener les uns et les autres sur la table, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous enlevez l'oppression, vous dites du parti au pouvoir, du clan Nkurunziza qui vient contre vous, et au lieu de répondre au clan Nkurunziza, encore que là, ça n'est même pas accepté de le faire, vous allez vous attaquer aux personnes morales qui peuvent encore amener la sérénité autour de la table, parce que si ces personnes morales du pays sont elles aussi abattues, comme cela a pu être le cas, aurait pu être le cas hier, finalement, vous allez avoir des solutions qui viendront d'où? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les différentes fractions au Burundi perdent de vue qu'il n'y aura aucune solution applicable au Burundi, où qu'elle vienne, s'il n'y a pas l'implication et la volonté des Burundais eux-mêmes. Et nous sommes dans un contexte où la violence prend le dessus sur toute autre option et les gens s'imaginent que la seule solution de sortie de crise là-bas serait d'avoir, on va dire, le biceps bien musclé de la force. Et malheureusement, c'est regrettable. On a l'impression que les gens ont totalement perdu dans cette crise burundaise le bon sens, le petit bon sens. Et même
on va dire, la petite espérance, selon Piggy, qui permettrait aux gens de se dire qu'il y a encore une voie de sortie dans cette crise. Et là, ça devient tout à fait regrettable. Alors, on a donné 30 jours, hein, l'Union européenne a donné 30 jours à Pierre Nkurunziza pour essayer, bien évidemment, de négocier, de voir comment on peut intégrer les opposants qui ont été exclus, de voir comment l'on peut se retrouver autour d'une table pour discuter pour le retour au calme. Et on se rend compte que de jour en jour, la situation s'empire. Et maintenant, c'est l'Église, parce que Christian Dombo l'a pas dit, maintenant c'est l'Église, là où tout le monde va se recueillir quand il y a des problèmes qui aujourd'hui attaqués. Oui, l'Église est attaquée parce que vous devez savoir que là-bas, le Burundi et le Rwanda, c'est les pays à dominance catholique et l'Église a un grand rôle à jouer. La grande question est ceci, est-ce que l'Église a été honnête dans le problème du Burundi? Et autre chose, je comprends mon ami, mon collègue Christian qui parle qu'il faut négocier. Moi, je pense que la responsabilité, c'est Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza a oublié de savoir que même dans son camp, il y avait quand même des velléités. Il faut savoir qu'il a des problèmes à régler avec Hassan Rojabo, les gens qui lui ont créé. Donc, les gens profitent de ce genre de problème. Lui, il devait comprendre que les accords de Arusha, qui ont été négociés par un grand homme d'État de ce continent qui était Nelson Mandela, il fallait qu'il le prenne en compte. Moi, je pense que la responsabilité du Burundi, tout ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, c'est Nkurunziza qui est responsable. C'est comme la même chose qu'on va aller peut-être au Congo-Brazzaville. Quand vous êtes chef, il faut savoir prendre des mesures. Si un chef n'est pas capable de tolérer ce que les autres font, ce n'est pas un bon chef. Il faut savoir pardonner, il faut savoir frapper aussi. Donc le cas, c'est que s'il avait respecté la loi fondamentale de son pays, je crois que le Burundi ne doit pas devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Patrick Christian d'abord, juste quelques secondes là-dessus. Je voudrais d'abord revenir sur la position de Monseigneur Jean-Louis Naïmana, le président de la commission réconciliation et vérité. À la vérité, il faut toujours suivre ses positions. Pour rassurer un peu, n'est-ce pas, Elie, il a toujours eu des positions assez objectives. Hein. Et même dans sa récente intervention, il met autant le pouvoir que l'opposition devant ses responsabilités. Sur ce plan-là, on peut être intellectuellement et honnêtement, on doit le lui reconnaître. Il n'a pas de position, qu'on va dire, favorable au pouvoir. Et même le clan Nkurunziza reconnaît qu'il n'a pas souvent été tendre vis-à-vis. Mais on va dire, on a vu des pays ici, et peut-être même bien au-delà de l'Afrique, où il y a eu parfois des passages au forceps, comme le cas de Nkurunziza. Mais est-ce pour autant qu'il faut brûler le Burundi? Et après avoir quoi comme pays? Il faut toujours avoir un consensus quand on arrive devant un blocage. Et aujourd'hui, le Burundi est face à cette situation. Après avoir connu une guerre civile comme celle que vous connaissez, avec la proximité de ces foyers de tension, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de brûler le pays parce qu'on a un homme, Nkurunziza, qui certes s'est accroché au pouvoir? Mais qui est le pyromane dans tout cela? Alors, et c'est ça la question. Parce qu'il faut savoir qui est le pyromane. Je peux vous rappeler que Pierre Nkurunziza avait déjà préparé ce qui se passe là, avec le mouvement de la jeunesse, les Imborika, qui est un mouvement de jeunesse qu'on considère comme une milice et une milice génocidaire. Parce que c'est ça qui a même fait peur au Rwanda et les autres pays, parce que voici une milice qui est fière d'être... Avec des tentacules et des possibilités du côté du Rwanda. Du côté du Rwanda. Donc moi je trouve que c'est Pierre Nkurunziza qui est responsable de tout ce qui se passe au Burundi. Bien sûr, les autres doivent aussi prendre, comme vous dites, le Burundi est très important, parce qu'un pays est plus important que nos égos individuels. Mais de l'autre côté, quand tu es chef d'État, comme on parle, comme un père de famille ou une maman, vous devez être responsable. Je pense que c'est aussi l'hypocrisie de l'Union européenne et puis l'Union africaine et la communauté est-africaine. Il fallait que dès le début, on soit clair et net avec Pierre Nkurunziza et ferme que vous n'alliez pas être président. Si vous êtes président, voici ce qui va se passer. Ou de l'autre côté, on fait une invasion du Burundi pour chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir. Comme ce qui se fait un peu partout. Exactement. Alors, c'est également l'Union africaine vient de publier un rapport sur la situation au sud du Soudan. Mais ce qui est curieux quand même, après plusieurs années de guerre, on nous dit qu'il n'y a pas eu de génocide. C'est quand même assez surprenant. Et pourtant, c'est le président Olusegun Obasanjo, l'ancien chef d'État nigérian, qui pilotait cette commission, un rapport de 340 pages qui ne relève que des viols et des victimes qui ont été contraintes par leur bourreau de bouffer la chair humaine. Est-ce que c'est tout pour nous apporter la lumière sur tout ce qui s'est passé au Sud-Soudan, Patrick Sandobo? Vous savez, quand il y a un conflit, c'est toujours difficile d'évaluer avec exactitude, n'est-ce pas,
les exactions et les crimes, on ne peut pas s'imaginer un conflit de l'ampleur de celui qu'il y a eu entre Khartoum et Djouba sans finalement imaginer des atrocités. Ça, c'est clair. Quand on a évoqué ce conflit au Sud-Soudan, on en est presque à oublier la situation du Darfour, qui est quand même quelque chose qui avait même à un certain moment plus d'ampleur que le conflit Donc pour vous, y a-t-il eu du génocide? Alors, dire qu'il y a eu génocide suppose qu'on a des preuves qu'on devrait mettre en avant. Et moi, je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain glissant-là. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques qui arrivent. Quand vous vous imaginez, par exemple, que les États-Unis qui ont parrainé et soutenu l'indépendance du Sud-Soudan sont certainement impliqués dans la vente des armes, dans le soutien, dans les actions des généraux, des tout-puissants chefs de guerre du Sud-Soudan, vous allez vous imaginer que s'il y a des rapports d'une telle atrocité qui conduisent à un génocide, forcément qu'on va remonter la chaîne et retrouver ceux qui sont derrière les fournitures d'armes, le soutien, ainsi de suite. Ça devient compliqué, lui, Roger. Et de l'autre côté, Khartoum, lui aussi, a ses cartes. Et dans un conflit comme celui-là, vous voyez bien que le président Olusegun Obasanjo, il a beau être à la tête de ce rapport, ne peut quand même pas empêcher de livrer le Sud-Soudan et livrer le Soudan, le Soudan, le pays central, Khartoum. Donc, on est dans une situation où la sortie de crise se négocie autant que la négociation du jeu politique dans la paix entre Khartoum et Djouba. Et pour moi, il me semble que c'est beaucoup plus un rapport politique qu'un rapport réel de l'atrocité. Et pourtant, il faudrait bien évidemment, comme disait Elie Smith, que l'on soit un tout petit peu honnête lorsque nous avons une mission, que l'on puisse apporter la conclusion de cette mission qui retrace clairement et souligne, n'est-ce pas, à grands traits les faits qui sont déroulés. Alors moi, ce qui me gêne un tout petit peu, Elie Smith, c'est que ce rapport a été reporté, sa publication a été reportée à plusieurs reprises, certainement pour essayer de gommer un peu certains passages qui pouvaient susciter, n'est-ce pas, de la polémique comme Patrick vient de le relever. Oui, par exemple, si on me dit qu'il n'y a pas eu le génocide au Sud-Soudan, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Quand la majorité d'Inca, qui sont de M. Salva Kiir, se met à la chasse aux hommes, à l'homme, des Nuer, qui sont proches de Riek Machar. Et puis, le génocide, c'est quoi? C'est quand on organise à éliminer un groupe de personnes. Et nous avons vu ce qui s'est passé à Bor, nous avons vu ce qui se passe à Malakal, et nous avons vu ce qui s'est passé à Bentiu. Donc vous devez vous poser la question. Je pense que, peut-être dans le sens de ce que les Américains ne veulent pas qu'on mette le titre génocide parce que leur poulain, les gens de SPLA, en particulier la faction de SPLA qui est soutenue par le président Riek Machar, devaient être impliqués. Et puis ils ont peur de ce qui va se faire. Ils n'ont pas eu ce même peine de dire qu'il y avait eu le génocide au Darfour. On a su ce qui s'est passé au Darfour, mais je pense que le problème, c'est l'Amérique et la politique maladroite menée par Obama. Le problème d'Obama est qu'elle a voulu à un certain moment apaiser Khartoum, apaiser tout le monde islamique. Voilà la raison pour laquelle le cas du Darfour, on a un peu calmé. Parce que rappelle, même au Sud-Soudan, ce que les gens oublient est qu'il y aura toujours un problème entre Khartoum et Djouba demain. Parce que sur le problème de référendum, il devait y avoir 2 référendums au Sud-Soudan. Un pour le Grand Sud-Soudan et un autre pour une région qu'on appelle Abyei. Mais l'Abyei, c'est une région qui est disputée entre le nord et le sud. Et quand on regarde la composition ethnique de Abyei, il y a les Dinka et puis il y a les Missaria. La majorité sont Dinka. Est-ce que nous allons nous baser uniquement parce que si la majorité est Dinka, ça veut dire que c'est au Sud-Soudan? Non. Est-ce que si on dit qu'il c'est parce qu'il y a les Missaria, on va dire que, et puis les Missaria sont les gens un peu nomades. Donc je pense que s'ils n'ont pas publié et mentionner le fait du génocide et le fait qu'ils ont fait le report de cette publication à multiples reprises, ça veut dire qu'ils ont fait pour faire des rectifications, pour apaiser tout le monde. Mais pour le Sud-Soudan, les États-Unis doivent être honnêtes et impliqués et s'impliquer honnêtement et fortement dans cette crise qui est dans ce grand pays qui est le Sud-Soudan. Alors un autre dossier qui a été falsifié entre guillemets, c'est bien évidemment ces résultats du référendum constitutionnel au Congo où l'on parle de 82% de oui contre 7,73% de non, ce qui est quand même assez paradoxal au regard de l'engouement, du peu d'engouement manifesté par... Vous êtes même modeste, lui, Roger. Vous en avez diminué 10 points. Mais
par exemple, ce qui se passe au Congo, ce qui est étonnant est que, ça c'est ce qu'on m'a rapporté, j'ai un ami et une amie qui ont fait le tour. Et c'était, je crois que nos chefs d'État n'ont pas ils ne se respectent pas. Ils n'ont plus de honte. Non plus de honte. Là où le président Denis Sassou Nguesso est en train de voter, il est arrivé, en arrivant, il n'y avait personne. On a fait chercher les militaires, on les a enlevé le treillis, les mettre les habits civils pour venir voter. Et en plus, on vous parlait du Burundi. Le problème du Congo est encore très grave. Figurez-vous qu'on est allé brûler une station de pétrole à Wenze, c'est un quartier au nord de Brazzaville, parce que le président Sassou Nguesso veut à tout prix arrêter deux de ses opposants, qui est Okombi Salissa, son ancien ministre de l'Éducation, et puis Parfait Kolela, son ancien ministre de la fonction publique. Le problème entre Okombi a été un milicien, un cobra, fabriqué par Sassou Nguesso en 1997 pour faire la guerre contre l'Issouba. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se passent au Congo et puis le ridicule ne tue pas. Et je viens de voir aussi que c'est le revirement de François Hollande. Vous voyez que ces Occidentaux, et c'est là où je crois que les Africains doivent compter d'abord sur eux-mêmes. Quand il y a eu tellement de pression sur Hollande, il est revenu à la raison pour demander, et le communiqué d'hier ne reconnaît pas ce référendum. Que allons-nous faire les résultats de ce référendum? Parce qu'ils ont vu que c'était vraiment fabriqué de toutes pièces. Fabriqué de toutes pièces. Et voilà les germes d'une déstabilisation du Congo qui va recommencer. Et c'est malheureux parce que Denis Sassou Nguesso, on peut tout dire, avait déjà mis en base les germes de développement de ce pays. Et voilà qu'il va les détruire elle-même, comme Nkurunziza a détruit le Burundi. Alors, Patrick Christian, d'abord, est-ce possible pour l'opposition congolaise d'obtenir cette condamnation internationale souhaitée pour Denis Sassou Nguesso? Je reste sceptique quant à cette option-là. Quand j'écoute Elie, avec un certain nombre d'informations relevant du Congo, il va à la source. Mais, vous savez, il y a un certain nombre de réalités qu'on ne peut pas ausculter. Et la réalité au Congo, c'est qu'on a bien l'impression que le président Denis Sassou Nguesso et son équipe ont bien des soutiens à l'extérieur qui ne se font pas voir, en tout cas sur le plan visible. Je ne sais pas si on a lu le même communiqué du Quai d'Orsay ou de la présidence de la République française, de l'Élysée, mais ce n'est pas un communiqué de condamnation. On prend acte du résultat, première option, et deuxième option, l'organisation de ce scrutin et le côté sécuritaire ne nous permettent pas d'apprécier ce résultat. C'est simple. C'est un message aussi ouvert que voilé et qui peut laisser finalement cours à beaucoup d'interprétations. Mais lorsque vous prenez acte, ça veut dire quand vous prenez acte, vous constatez que c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc on ne peut pas dire que la France s'est rebiffée. On dit plutôt que la France est en train de jouer un jeu très subtil. Et c'est dans ce sens que je vous dis, la réalité est peut-être celle que Elie décrit au Congo, avec un certain nombre finalement d'habillages, mais il va falloir constater que dans ce jeu-là, la communauté internationale, la France en premier, et même l'Afrique centrale, personne ne s'est prononcé sur la question. On avalise presque. L'Union africaine qui a dit un mot avant, on ne dit finalement plus rien. Dans ces circonstances, vous vous rendez compte que le président Denis Sassou Nguesso, fort des maillons et des piliers sur lesquels il devait pouvoir s'appuyer pour légitimer ou tout au moins faire passer son référendum, avait déjà pris le bâton de pèlerin avant. Vous vous souvenez, 2 semaines avant, 3 semaines avant le référendum, c'est sur le perron de l'Élysée qu'il annonçait déjà un certain nombre de choses. La date du référendum, cela n'était pas annoncé au Congo, mais en France. Et ça n'est pas anodin, lui, Roger. Et quand vous vous rendez compte que les États-Unis qui ont pris position, on attend cette position-là. C'est quand même 92% qui sont annoncés, 72% de taux de participation. Et avec une certaine aisance, moi je crois que Denis Sassou Nguesso et son équipe ont bien préparé l'option. Maintenant, l'opposition semble être muselée. Vous avez évoqué le régime de répression qui pourrait exister de ce côté-là. Brice Parfait Kolela, il est bien en surveillance. Et les autres, ils sont presque cloîtrés dans leur coin. Et pendant ce temps, le processus avance. Et c'est vous qui annoncez éventuellement une élection présidentielle anticipée. Donc, la machine Sassou Nguesso est en marche et il faudra bien du répondant à l'opposition pour tirer les ficelles. En tout cas, attendons d'ici 2016 pour en savoir davantage. Tout de suite, c'est la revue de presse
cybernétique avec Catherine Aimé-Moukouri. Bonjour. Bonjour Roger, bonjour à tous. La revue de presse cybernétique commence ce matin avec Fratmat Info qui évidemment s'attarde sur les résultats, sur la victoire d'Alassane Ouattara, réélu au premier tour avec 83,66% des voix. L'annonce a été faite par la commission électorale indépendante. À 73 ans, le président ivoirien garde sa place. Dans un discours, le président de la CEI a déclaré que 6 300 142 Ivoiriens étaient appelés à exprimer leur voix lors du scrutin. Il a remercié les amis du pays, le Japon, les États-Unis, mais aussi les forces de l'ordre pour leur déploiement, avant d'affirmer sur les 6 millions d'inscrits, 3 millions ont voté. Un taux de participation de 54,63%. Alassane Ouattara obtient 2 618 229 voix. Konan Kwadio Siméon obtient 22 177 voix. Lagou Adjoua Henriette obtient 27 759 voix. Afinguessan Pascal a obtenu 290 780 voix. Et Kwadio Konan Bertin obtient 121 386 voix. Burkina 24 nous informe que le président de la transition s'est adressé hier aux députés du Conseil national de la transition, une première dans l'histoire parlementaire du Burkina Faso. Permettez-moi de préciser que la légitimité est avant tout la claire conscience qu'on a de servir son pays à l'appel du peuple, a déclaré Michel Kafando. Il est également revenu sur le putsch en saluant le président Chérif Sy. Nul ne peut ignorer le rôle imminent que vous avez joué lors du plus ignoble attentat à la liberté du peuple burkinabé. On va du côté d'Iwaku, les voix du Burundi, avec cette information sur le colonel Léonidas Atungimana, transféré du SNR vers un endroit inconnu. La famille du colonel a déclaré que ce dernier a été sorti de la prison du service national de renseignement sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le lieu de sa destination. La famille se dit très inquiète et appelle à l'intervention des défenseurs des droits de l'homme. Détenus depuis le 25 septembre, il aurait été torturé par les forces des services de renseignement. Cet ancien combattant du CNDD-FDD travaillait à l'état-major de l'armée et a été arrêté pour avoir fourni des armes à un civil. On termine avec RFI.fr qui nous apprend qu'en RDC, l'ONU remet en question le bilan de l'armée contre les FDLR. Le groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo vient de publier son dernier rapport, l'occasion de passer en revue l'avancée des offensives contre les différents groupes armés, toujours actifs dans l'est du Congo, notamment contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, dont la neutralisation était la priorité des casques bleus. Depuis le 28 janvier, l'armée congolaise mène bien une offensive contre ce groupe, mais seule depuis qu'elle a suspendu sa coopération avec les casques bleus. Or, selon les membres de l'armée congolaise interrogés par le groupe d'experts, cette offensive aurait fait 35 morts et 313 prisonniers, des chiffres fortement remis en cause. Merci Catherine de Moukouri pour cette actualité cybernétique. Alors, madame, monsieur, nous allons mettre un terme à cette autre édition. Nous vous retrouvons pour d'autres éditions, mais d'ici là, nos programmes se poursuivent.